Bonsoir tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me demander si la connexion était bonne. Bah ouais, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai passé encore une belle journée. Il a fait très beau aujourd'hui à Montpellier, donc j'en ai profité pour sortir et aller faire une belle randonnée. Et ça fait du bien de se retrouver en pleine nature. Alors, du coup, je vais vous rappeler le temps que vous arriviez. N'hésitez pas à me laisser des messages comme d'habitude, juste pour savoir si vous m'entendez bien et que le son est bon. Euh, Tac. Donc, je vous rappelle que le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous est enfin sorti. On est content. On l'a reçu le 3 décembre à Montpellier. Et donc voilà, maintenant c'est bon. On a déjà envoyé quelques milliers de colis un petit peu partout en France et dans je crois, 5 ou 6 pays. Et donc là, on continue. Bah, c'est les fêtes de Noël, donc évidemment, on reçoit beaucoup de commandes. Il nous reste encore du stock, mais sachez que tout ce qui est la Fnac, Cultura, Soramps, De Citre, Amazon, etc., ils sont en rupture de stock. Donc ça, c'est notre distributeur qui est en rupture de stock. C'est une très bonne nouvelle. Mais nous, il nous reste du stock au bureau. Donc vous pouvez encore passer des commandes là pour Noël. Et on va repasser une commande entre-temps pour anticiper l'année 2021. Mais c'est une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, je vais vous montrer la boîte, ça sera plus sympa qu'une image. Comment j'enlève ça? Hop, voilà. Donc ça, c'est le... Bon, il y a beaucoup de lumière, c'est la boîte du jeu de cartes. Du coup, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est une boîte qui fait 6 cm d'épaisseur. Il y a 128 cartes et un jeu de dés, et un dé, pardon. Et donc l'idée, c'est de vous amener progressivement à mieux vous connaître et à mieux connaître les gens avec qui vous jouez, de manière donc du coup ludique et bienveillante. On a travaillé 2 ans dessus. C'est essentiellement Auréline Delumeau d'ailleurs qui a bossé dessus. Et après, on l'a tous suivi avec l'équipe parce qu'elle était très emportée par l'idée de créer ce jeu de cartes. Et donc, du coup, ouais, ça a été 2 ans de préparation et on est très content. Donc, vous pouvez y jouer dans le monde de l'entreprise, vous pouvez y jouer à l'école, vous pouvez y jouer avec des amis, vous pouvez jouer en famille. Voilà, si vous avez envie de mieux vous connaître et mieux connaître les gens avec qui vous jouez, ben, c'est le jeu qu'il vous faut. Et donc, c'est vrai que pour ces périodes de Noël, de parler de bonheur, ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est une espèce de continuité quelque part du film C'est quoi le bonheur pour vous, vous savez, que j'ai réalisé, qui est sorti donc du coup en 2017, que j'ai mis en accès gratuit le 20 mars dernier. Donc vous allez dans YouTube, hein, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous et vous tombez directement sur le film. Et donc du coup, j'avais envie de créer quelque chose qui permette d'intégrer, un peu comme un atelier, d'intégrer tout ce qu'on voit dans le film et de le mettre en pratique. Et donc, quoi de mieux qu'un jeu pour mettre en pratique le bonheur. Donc voilà, donc le film en accès gratuit sur YouTube. Et puis il y a le film, donc du coup, L'école de la vie, une génération pour tout changer. Ça, c'est le volet éducatif. Donc là, on a rencontré 120 professionnels où on a abordé le monde de l'éducation de manière globale. On a vu aussi les outils que proposaient ces professionnels. C'est un petit panel, hein, 120 professionnels en France. C'est vraiment un tout petit panel. Moi, je pense qu'il y a à peu près au moins 1000 activités différentes dans le monde de l'éducation. On va dire en dehors du système de l'éducation nationale, hein, des personnes qui créent des outils, un peu à l'image d'ailleurs de Domi-Souris, hein, on va en parler ce soir. Ils sont vraiment extrêmement nombreux et c'est pas mis en lumière. Donc dans l'école de la vie, on en met en lumière certains. Au festival pour l'école de la vie, il y a 220 exposants et 35 conférences, donc on en met en lumière un peu plus. Et là, prochainement, je vais pouvoir vous annoncer une grande nouvelle. On est très content de ça, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Je pense que je pourrais vous l'annoncer en 2021, donc sûrement à la rentrée. On est en train de travailler sur un gros projet avec une autre agence et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Et donc, pour terminer, le 4e congrès innovation en éducation, qu'on a décalé du coup au 22 au 23 mai. Donc c'est à Paris. À mon avis, ça sent plutôt bon. Hein, mois de mai, je pense qu'on va quand même pouvoir tenir cette édition cette fois parce que l'édition du congrès innovation en éducation devait avoir lieu au mois d'octobre. Après, on l'a décalé au mois de février parce qu'on trouvait ça plus sage. Et puis là, on trouve ça de nouveau très sage de le décaler au mois de mai parce que les conditions sont pas optimum. Hein, vous le vivez, on le vit tous hein, depuis quelques mois maintenant. On s'est dit que c'était vraiment mieux de le décaler. Donc la billetterie est en ligne, hein, il suffit d'aller sur le site, je vais vous le faire afficher, c'est innovationenéducation.fr. On attend 1100 personnes
Et donc, du coup, on va parler d'éducation, évidemment. Il y aura 12 conférences, il y a 28 exposants, et Demi Sori, d'ailleurs, est exposant au Congrès Innovation en Éducation. Je vais vous faire apparaître notre ami Mohamed pour parler un peu de tout ça. Salut Mohamed, Bonjour Julien. comment vas-tu? Ça va bien, excellent. Et Ça va? toi? Ouais. Très bien, très bien. C'est vrai que, en fait, on se connaît pas réellement, quoi. Tu dois participer au Congrès Innovation en Éducation, mais bon, c'est peut-être pas toi directement, si j'ai bien compris, c'est peut-être les membres de ton équipe. On devait être là au mois d'octobre, donc j'ai bien prévu d'y participer. Donc c'est pour ça on attend du coup impatiemment le prochain, donc 22 et 23 mai, c'est ça? C'est ça. Mais sinon, ouais, on s'était croisés sur le festival à Montpellier, c'était en 2019. Ok. Et sinon, on était également là au congrès en février 2019, également à Montpellier. Donc, D'accord. on est ravis de voir que vous soyez monté jusqu'à Paris, même si pour moi, Paris, ça fait loin aussi, mais je me déplace pour ça. Bah ouais, tu me diras, là, tu es à l'île de la Réunion, donc tu peux te déplacer un peu partout, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, ça va. Alors, bah, du coup, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Comme je dis très souvent en début d'entretien, bah, c'est vrai que le mieux, en fait, c'est que tu te présentes parce que bah, tu te connais mieux que moi. Je, J'espère, en tout cas, ouais. Alors, qui es-tu, Mohamed? Donc, qui je suis? Donc, je suis Mohamed. Donc, j'ai 34 ans et je suis papa de deux enfants. Donc, et j'ai découvert donc ce métier, ce rôle de papa que je porte, je porte de manière très forte. Donc, il y a depuis 7 ans la première fois. Donc, en tant que papa, j'ai 7 ans. Et, euh, et c'est donc voilà. Et pourquoi je commence je dirais par cette casquette là, c'est parce que justement donc c'est ce qui m'a vraiment amené à me poser énormément de questions. Euh, je me posais déjà des questions avant d'être papa, mais depuis, en effet, depuis 7 ans, énormément de questions sur, je dirais sur l'éducation au sens large, mais on reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais sinon avant ça, je dirais, j'ai eu un parcours assez classique. Donc, bon, je suis né en France, hein, j'ai une scolarité normale dans des écoles publiques, dans le sud d'ailleurs, parce que je suis originaire de Nîmes. Donc, j'ai grandi dans le Gard. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur des arts et métiers à Aix-en-Provence et je commençais à travailler donc à 25 ans dans le secteur de l'énergie nucléaire, donc en tant que chef de projet. Ok. J'ai comm- j'ai commencé dans le sud de la France et ensuite j'ai fini en région parisienne. Et donc voilà, ça se passait très bien pour moi jusque-là, je dirais dans le cadre scolaire, universitaire et professionnel. Mais en effet, je me suis toujours beaucoup posé de questions. J'ai essayé de donner du sens à des œuvres, à des actions que je pourrais mener. Donc, juste pour ça, j'ai toujours été active à côté, je dirais, que ce soit pendant mes études ou après. Donc, et m'impliquer de manière bénévole sur la thématique de l'éducation. Donc, et autour de comment je m'y impliquais justement, c'était principalement ce que je connaissais lorsque j'étais étudiant, donc encore jeune, c'était du soutien scolaire, sachant que pour moi à l'époque, c'était déjà une aberration que de proposer du soutien scolaire ou des cours particuliers à des enfants, à des jeunes, des adolescents qui vont à l'école, qui bénéficient de cours, qui ont des livres, qui ont des leçons, qui ont tous les manuels et surtout maintenant où on a Internet pour toi, pour avoir accès à l'information, essayer de creuser seul pour la comprendre. Et pour moi, l'aberration, pour moi, c'était pas des cours particuliers qu'il fallait pour les jeunes, c'était une posture, expliquer qu'on devait avoir une posture différente, un rapport différent, je dirais à sa vie d'élève ou d'étudiant. Donc, et l'objectif, c'était vraiment d'essayer de les influencer positivement, donc de les motiver et surtout, voilà, et de permettre et de contribuer à leur épanouissement au travers de la vie scolaire. L'épanouissement, pour moi, il passe par l'envie d'apprendre. Donc, si on a envie d'apprendre, on va s'épanouir dans la vie scolaire.
Et donc ça, c'est les questions que je me suis posées. J'ai essayé des choses dans un cadre vraiment associatif et bénévole. C'est pour ça que je faisais du soutien scolaire, mais je n'aimais pas vraiment ce terme-là. Et donc voilà, et de fil en aiguille jusqu'au moment où je suis devenu papa, donc pour la première fois en 2013, où là, je me suis dit, bon, les adolescents, je pouvais me poser des questions, manque de motivation, donc auquel le système scolaire n'est pas adapté. Mais là, donc la petite enfance, qu'est-ce que je fais? Et en réalité, donc c'est la première fois que je me suis intéressé, je dirais, aux sciences de l'éducation, que j'ai commencé à creuser et à chercher ce qui existait. Et j'ai découvert des méthodes, des pédagogies, des pédagogues surtout, et j'ai des philosophes aussi. Et donc là, pour moi, c'était un choc très positif parce qu'il y a beaucoup de questions ou du bon sens que j'avais en moi enfin, pour lequel je me rendais compte que ça avait déjà été formalisé, parfois depuis des siècles. Et c'est là où je me suis dit, bon, je pense avoir trouvé ce dans quoi je veux m'impliquer à fond. Donc, bien sûr, donc en tant que papa, mais dans un sens plus large, comme je te disais, donc chercher du sens à ce que je fais. Donc pour je dirais pour tous les parents du monde, c'était ma vision. Ensuite, on va revenir à comment on s'y prend. Ensuite, à la hauteur de nos moyens. Donc, les parents et les enfants. Mais mon objectif principal, ce dont j'ai pris conscience, c'était que ça se jouait d'abord au niveau des parents. Donc, et c'est là, il fallait réfléchir à des solutions éducatives innovantes pour pouvoir justement avoir un impact positif. Voilà pour la manière dont je me présente. Je ne sais pas si c'est les informations que tu attendais, mais Non, mais c'est très bien. Moi, j'attends rien de particulier. Non, c'est très bien. Et donc, du coup, c'est ce qui t'a amené, j'imagine, à créer Domistory, en fait, cette réflexion. c'est ça. Donc, la réflexion, elle m'a amené donc à proposer une solution éducative qui est Domistory. Donc, mais justement, avant d'arriver à Domistory, il y a un cheminement qui était de comprendre qu'est-ce que c'était que l'éducation en France. Donc, il y a eu la première étape, je disais, qui est partie de mon parcours personnel. Donc, avant que je sois papa, où j'accompagnais principalement les adolescents, donc dans le cadre de ce soutien scolaire que je n'aimais pas appeler soutien scolaire. Mais donc, et pareil, donc, et je m'inspirais de mon parcours personnel. Donc, parce que j'ai aussi grandi dans un milieu où la réussite scolaire était loin d'être une généralité. Donc moi, que ce soit le collège que j'ai fréquenté, la grande majorité de mes camarades de classe ont arrêté l'école à 16 ans. Donc, et c'est pour ça que à ce moment-là, déjà, je commençais à me poser des questions. Et pour moi, j'ai toujours considéré que c'était pas une question d'intelligence, clairement, et qu'il fallait chercher ailleurs. C'est pour ça que j'ai vraiment persévéré sur cette voie en matière d'accompagnement. Donc, lorsque j'ai commencé à étudier, je dirais, les sciences d'éducation, vraiment à titre personnel, parce qu'entre-temps, je travaillais comme quand je le précisais, donc au travers de lectures, de recherches et de formations. Ça a pris, ça a pris son temps. Donc, je me suis formé à titre pour mon besoin personnel et pour pouvoir proposer des solutions utiles. Donc, et j'ai constaté qu'il existait des écoles privées. D'ailleurs, une chose dont j'avais même pas conscience, tu vois, quand je parle d'école maternelle, pour moi, jusqu'à ce que je sois papa, pour moi, l'école publique, c'était la solution qu'il fallait, par laquelle tout le monde devait passer. Je suis passé par là. Et donc, ça donne un résultat qui est plus ou moins positif, mais ça peut donner de très bons résultats. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ça peut donner de très bons résultats comme ça peut donner de mauvais résultats? Donc, pourquoi je dirais, cette inégalité devant les résultats? Mais surtout, quand je parle de résultats, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est la frustration que les parents ou les enfants vont développer par rapport à la vie scolaire, vraiment à la vie scolaire des élèves. Donc, j'ai découvert dans les écoles privées. Donc, j'ai découvert parce que j'ai vite rencontré, je dirais, Maria Montessori au travers de formations de ses lectures. Donc, les écoles Montessori qui font en effet un excellent travail. Donc, il existe également d'autres types d'écoles. Et donc, on aurait pu penser que je dirais, c'est une solution. Et malheureusement, ces écoles qui font un excellent travail, donc elles présentent une contrainte qui est la contrainte du coût. Souvent, notamment l'école Montessori. Donc, bien que leur solution soit excellente, elle est malheureusement
inaccessible au plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, une école Montessori, bon, ils essayent vraiment de tirer les prix au plus bas pour la rendre accessible, mais en général, on a rarement quelque chose en dessous de 500, 600 euros par mois. Donc, en région parisienne, faut plutôt, donc, je vivais en région parisienne d'ailleurs à ce moment-là, donc plutôt autour de 1000 euros par mois. Donc, c'est là où on se rend compte que la grande majorité de la population ne peut pas y avoir accès. Donc, il y a de ce fait une sorte d'injustice. Donc, et clairement, ce qui m'intéressait, bon, c'est la grande majorité et surtout, donc, je dirais le milieu duquel je viens, qui correspond à la classe populaire, tout simplement. Donc, et pouvoir proposer quelque chose. Deuxième constat que j'ai fait, on va revenir peut-être un peu plus tout à l'heure, on y reviendra sur pourquoi est-ce que j'ai fait ces constats, donc au travers notamment de la vie de Maria Montessori qui m'a inspiré. Donc, le deuxième constat, c'était qu'on pouvait proposer des écoles. Donc, il existe des écoles, l'école publique, mais il y avait un travail à faire en dehors de l'école. Et justement, l'environnement dans lequel l'enfant s'exprimait, s'épanouissait, une grosse partie de ce temps, il le vit en dehors de l'école. Et justement, c'est sur ce volet-là que j'ai voulu vraiment m'intéresser. Et en dehors de l'école, la responsabilité, elle est complètement confiée aux parents, tout simplement. Oui. Et mon objectif, c'était vraiment de proposer une solution où je pourrais impacter les parents. Donc, solution la plus évidente à laquelle on pense en premier, c'est la formation. Donc, moi-même, je me suis formé en tant que parent. Je me suis dit, bon, avec la formation, ça devrait être bien. Mais avec la formation, on a aussi un frein. On a deux freins en réalité. Donc, c'est ce que j'ai constaté. Hein. Donc, ce que je présente, c'est ce que je constatais en échangeant avec des parents. Donc, pour moi, c'était important de rencontrer d'autres parents. J'en ai rencontré énormément durant cette phase-là, je dirais de 2013 à 2016. Comme maintenant, je continue à en rencontrer. Et en effet, donc, le premier frein, c'est toujours le problème du coût. Lorsqu'on va se former, ça coûte très vite des milliers d'euros. Et le deuxième frein, c'est qu'on n'est pas habitué à se former à être parent. On est parent à la naissance de notre enfant, c'est tout. C'est naturel, c'est du bon sens, on se pose pas de questions. Et donc c'est pour ça qu'en 2016, donc j'ai décidé du coup de trouver, enfin j'ai réfléchi à trouver une solution, à concevoir une solution où j'allais vraiment apporter donc cette posture de Maria Montessori à domicile, tout simplement. Et là, finalement, là aussi, c'est du bon sens. Ça, c'est pas une idée révolutionnaire, ça paraît logique, mais en effet, ça n'existait pas. Donc, et on avait tendance d'ailleurs on a tendance à associer Montessori à des écoles, là où Maria Montessori n'a pas créé en réalité des écoles. Si on veut être précis dans le terme, elle a créé des maisons. Maison des enfants, ce qui signifie le lieu de vie dans lequel l'enfant va s'exprimer. Et en effet, c'est d'abord à la maison. Donc, c'est comme ça que Domissori est né en 2016. Donc, et qui propose donc deux services principalement. Donc, un service de garde d'enfants et un service de soutien scolaire, qui sont deux termes avec lesquels je suis pas à l'aise. Je te parlais de soutien scolaire. Donc, soutien scolaire, je l'ai expliqué, mais la garde d'enfants, pareil, je suis pas à l'aise parce qu'en effet, donc la garde d'enfants, on l'associe donc du fait de c'est une solution logistique qui est là pour remplacer le parent lorsqu'il n'est pas disponible. Et l'exigence, donc pareil, si on va étudier ce que c'est la garde d'enfant d'un point de vue réglementaire en France, l'exigence, c'est d'assurer l'hygiène et la sécurité de l'enfant. Okay. Et pareil, en tant que parent d'abord, et ce qui me pousse à l'intérieur de moi, c'est contribuer à ce que l'enfant soit épanoui, c'est de l'accompagner dans son développement, ne pas le limiter, vraiment lui permettre de s'exprimer. Donc, d'où ce malaise que j'ai avec le terme de la garde d'enfant. Et c'est là que je me suis dit, bon, en plus de vouloir vraiment trouver un moyen de véhiculer le message de Maria Montessori, il y a quelque chose à faire sur ce secteur d'activité pour hisser le secteur de la garde d'enfants à un niveau qui est plus qualitatif, justement, à intégrer cette responsabilité éducative dans ce type de prestations. C'est bien. Donc voilà comment on arrive donc à la création de cette solution Domissori depuis 2016. Donc elle est née donc en région parisienne. Pendant ce temps-là, je continue à travailler à temps plein en tant qu'ingénieur, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc et en parallèle, j'ai développé Domissori tout doucement. Donc au départ avec un réseau de parents que je connaissais, donc principalement des amis, donc ça m'a pris 2 ans pour je dirais tester, éprouver cette solution.
euh, mesurer, je dirais, la pertinence et le fait que les parents donc, souhaitent bénéficier de ce service à haute valeur ajoutée éducative. Et c'est seulement fin 2018, donc ça m'a pris plus de 2 ans, où j'ai décidé de quitter mon emploi et justement faire le grand saut justement vers ce métier d'entrepreneur qui est là, c'est quelque chose que je recherchais justement pour avoir laissé libre recours à ma créativité de manière totale, donc avoir mon autonomie et faire en sorte que je dirais, ces actions, ces œuvres pour lesquelles je me sentais utile, ben, je puisse les réaliser à temps plein, tout simplement. Bah oui, c'est souvent comme ça, hein. Quand tu es à un moment donné, moi j'appelle ça faire le grand écart. Quand tu fais le grand écart entre une activité passionnelle et une activité rémunératrice, tu sais, alimentaire, bah, à un moment Mm. donné, si tu as envie que ton activité elle se développe, bah, il faut lâcher quelque part, hein. Donc, C'est ça. généralement, bah, tu lâches l'autre pour te mettre à 100% sur ce qui te fait vibrer et puis c'est là où ça fonctionne. Exactement, c'est ça. Donc, et en effet, en plus de ça, ce grand écart, il est nécessaire. Donc, en plus, c'est vraiment ce besoin d'être utile, mais aussi ça, c'était nécessaire et indispensable pour mon bien-être personnel, pour mon épanouissement, pour pouvoir justement avoir un équilibre entre la relation que j'ai aujourd'hui, que j'ai construit avec mes enfants et ce pourquoi je veux œuvrer. Donc, en effet, c'est un grand écart. Il faut le préparer parce qu'il y a peut-être des futurs entrepreneurs qui nous écoutent et je sais que c'est dur quand même de passer ce cap-là. Et mais voilà, je sais que c'est pas binaire, c'est pas donc salarié entrepreneur, c'est quelque chose qu'on peut faire progressivement pour arriver à basculer à 100%. Donc et aujourd'hui, en effet, je ne fais que ça et depuis 2 ans. Donc ça, justement, le fait d'être à 100%, c'est là où on voit réellement justement le fruit de son travail. Là où auparavant, j'étais peut-être à 15-20%. Donc, où, justement, quand j'ai quitté mon emploi, donc on était quelques salariés, moins d'une poignée de salariés, donc en région parisienne. Et donc, en 2 ans, donc aujourd'hui, on atteint une centaine de salariés. Waouh! Ouais. Ah ouais, c'est un bon géant, comme on dit, quoi. C'est ça, ça allait très vite. Et en plus de ça, sur ces 2 ans, il y a l'année 2020. Donc, on va pas y revenir. Donc, ça nous a un peu ralenti dans la croissance, mais c'était quand même pour nous une très belle année. Donc, ce qui veut dire que tu l'as franchisé? Non, je l'ai pas franchisé. Donc, pour l'instant, j'ai fait le choix de garder tout en propre. Donc, justement, parce qu'on est encore au début, c'est un service innovant et c'est important justement pour moi, c'est important d'attendre quelques années pour pouvoir faire prendre conscience vraiment de la pertinence de maintenir ce niveau de qualité. Le risque de la franchise, j'y avais pensé, mais le risque de la franchise, c'était de confier, de confier le projet trop tôt à d'autres, mais on va certainement y basculer très vite. Donc, Ouais. et nécessairement aussi avec un processus de sélection des futurs franchisés. Donc, il va passer par des critères. On va certainement le confier à des passionnés de l'éducation. Et aujourd'hui, justement, le projet, s'il a fait ce bond de géant, c'est parce que j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui sont passionnées, tout comme moi. Il y en a. Et c'est des personnes qu'on peut rencontrer comme durant les festivals que tu organises avec tes équipes. Hein. Et justement, le fait de travailler avec des personnes avec qui on parle déjà le même langage, bah, ça va beaucoup plus vite. C'est clair. Un choix que j'ai fait très vite, c'est que c'est une entreprise, hein, mais j'ai fait le choix de ne pas avoir de commerciaux. Parce que pour moi, l'éducation, ça ne se vend pas. Et le fait d'avoir des passionnés, bah, c'est tout, ça se fait, ça se fait très vite, très, très simplement. Et un autre aspect là, que je n'ai pas encore précisé sur Domissouri, je te parlais tout à l'heure de la contrainte du coût qu'on avait sur les écoles Montessori. Et l'avantage justement de notre service, c'est qu'étant donné qu'on est une société de service à la personne, donc il y a de nombreuses aides qui existent pour faire bénéficier nos services aux familles, et en plus qui dépendent des revenus des familles. Donc aujourd'hui, on a vraiment donc on a toutes les classes sociales qui sont concernées par notre service, et on cible principalement la classe populaire. Donc celle pour laquelle j'ai voulu œuvrer dès le départ. On a envie d'applaudir, hein. Franchement, c'est Bah, merci. c'est chouette, hein, franchement, ce que tu as mis en place. Parce que, enfin, pour moi, déjà, tu as vu juste, c'est ce qui manquait. Et comme tu l'as dit au tout début, les écoles, on va dire privées, quoi, alternatives, ou les écoles positives, peu importe comment on les nomme, elles sont inaccessibles à beaucoup d'entre nous.
Tu vois, c'est encore ça. là, cet après-midi, comme je disais, je suis parti faire un peu de rando avec un ami qui, lui, a Hmm. placé ses enfants dans une école Montessori ici à Montpellier. Lui, il D'accord. paye 850 euros par mois pour un enfant. Ah. T'imagines? Et on Et, parle d'une école maternelle. comment? On parle d'une école maternelle, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Et ouais. Et donc, je me dis, mais c'est dingue comme c'est pas accessible à tout le monde. Et tu as Hmm. résolu une partie de l'équation, tu vois, dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que je te disais que j'avais envie d'applaudir, parce que c'est comme tu le disais, c'est peut-être tout bête, il n'y a rien de dingue, mais en même temps, il fallait y penser. C'est ça. Tu vois. Exactement. Donc, et en effet, on résout une partie de l'équation, comme tu dis, et à mon sens, c'est une grosse partie, parce que le coût, c'est une petite partie. Donc, c'est une petite partie. On a trouvé une solution qui est technique et qui fonctionne. Mais la grosse partie de l'équation, c'est surtout donner le pouvoir à tous les parents de pouvoir, justement, de pouvoir appliquer cette posture montessorienne, donc à la maison. Et Ouais. là, justement, et ce qui est intégré systématiquement dans nos prestations, parce qu'on est sur la garde d'enfants et du soutien scolaire, systématiquement, on intègre un service d'accompagnement à la parentalité. Donc en effet, donc on est des familles qui souscrivent à notre offre pour 4 heures par semaine, 5 heures, 6 heures par semaine. Donc on n'est pas là pour remplacer le parent, pour faire une éducation à la maison. On est là pour montrer qu'il existe une autre manière de faire à la maison, où vous pouvez impliquer les enfants à la maison, sur tous les espaces qu'il y a à la maison. On va parler des chambres, de la lecture, on va parler de la cuisine, de la vie pratique. Et surtout, ce qui est important, vraiment, c'est améliorer la qualité de la relation entre les parents et les enfants. Ah, Et c'est là, bien. on parle de quelque chose qui est vital, hein, que ce soit pour l'enfant, dans son développement, ou pour le parent aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de parents voilà, qui s'épuisent parce qu'ils ont du mal à communiquer ou à comprendre leur enfant. D'accord. Et c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Mais là encore, pour moi, tu résous encore une autre équation. Tu sais pourquoi? Parce que Ouais. le sentiment que j'ai, c'est que, imaginons, parce que c'est le cas, il y a de plus en plus, dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus d'outils de l'extérieur qui commencent à s'intégrer. Donc, autrement dit, des enseignants qui font la démarche de tester des choses, de mener des expériences, et puis ça peut fonctionner. Mais C'est moi, je ça. dis à chaque fois, bon, c'est génial, mais si à la maison, ça suit pas, bah, quelque part, ça sert pas à grand-chose. Et donc, Exactement. le fait que toi, tu aies englobé ce process de bah, on va vous accompagner aussi en tant que parent parce qu'on n'a pas un mode d'emploi qui vient quand l'enfant il arrive, donc en gros, on va vous Mhm. accompagner, bah, ça pour moi, ouais, c'est encore une autre partie de l'équation que tu as résolue, quoi. Et il en C'est manque ça. encore une, alors je sais pas si tu y as pensé. Il en manque bah, je vais rebondir là sur ce que tu viens de dire parce que tu l'as parfaitement formulé. En effet, si ça suit pas à la maison, donc ça sert à rien. Donc, Ouais. et en fait, aujourd'hui, ce que je constatais, moi, je peux pas dire, déjà moi, de mon expérience personnelle, je peux pas critiquer l'éducation nationale parce que pour moi, ça s'est très bien passé. Et pourtant, je viens d'un milieu où, voilà, je dirais l'accès à l'instruction se faisait qu'au travers de l'école. Vraiment d'un milieu très populaire. Et donc, mais en revanche, on a tendance, je trouve, on a trop culpabiliser le système scolaire. Et en effet, moi, j'ai tendance, et c'est dans ma nature, c'est plutôt de dire non, ça marche pas à cause de l'autre, peu importe, un système, un groupe de personnes. Non, la question que je pose, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe différemment? Et c'est vraiment cet état d'esprit qui est important. Et en effet, ça se joue. Et idéalement, il faudrait que tous les parents aient ce rôle, parce que souvent les parents, et ça je l'entends, hein, ça va pas avec leur enfant, c'est la faute de l'école. Et ça, ça fait partie des messages vraiment qu'on véhicule pour qu'ils prennent conscience. Oui, bon, peut-être que l'école a une partie de responsabilité, et encore, mais faites de votre mieux à la maison. Voilà ce dont votre enfant a besoin à la maison. On va parler de besoins émotionnels, affectifs, vraiment de confiance, d'estime de soi, et ensuite on verra. Ensuite, on verra ce qui se passe à l'école. Mais nécessairement, je suis persuadé de ça, que si les parents prenaient cette responsabilité sur le foyer, sur le domicile, sans rien changer dans le système scolaire, on pourrait basculer dans un système scolaire qui est un des plus efficaces au monde. Je suis pas étonné, hein. Je suis vraiment pas étonné. Mais Mm. justement, moi, c'est une question qui m'a questionné et qui continue à me questionner. C'est justement, c'est comment on en est arrivé à un moment donné à avoir de manière consciente ou inconsciente cette idée que c'est l'école en fait qui éduque nos enfants, quoi.
Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, tu vois, dans notre histoire pour qu'on se dise, ben, en fait, voilà, on se décharge sur l'école et c'est ouais. l'école qui va éduquer nos enfants. Ça me paraît vraiment étonnant qu'on en soit arrivé là, quoi. Parce que comme toi, hein, moi j'entends ça, mais plein de fois, plein de fois. Mhm. Exactement. Je me suis beaucoup posé la même question. Moi, j'ai une réponse. Je sais pas si elle est bonne ou pas. Je me suis dit, c'est juste c'est un problème de vocabulaire. Hmm. Je pense qu'en France, on se trompe parce que le système qui régit, je dirais, euh, qui régit les écoles s'appelle l'éducation nationale. Ah, Et il y a le mot éducation dedans, ouais, c'est alors ça. qu'il devrait s'appeler instruction nationale. Et du Peut-être. fait, ouais, je me dis, je pense que c'est un problème de vocabulaire, vu qu'il y a le mot éducation dedans, bah, c'est bon. C'est l'État qui gère l'éducation complètement et on oublie tout le reste. Ouais, c'est une bonne théorie. Ouais. J'ai pas d'autres éléments de réponse, mais il doit y avoir autre chose. Faut peut-être creuser dans l'histoire. Ouais, sûrement. Ouais. Et tu sais, je disais que tu avais peut-être oublié un paramètre, un troisième, Ouais. c'est les enseignants. Les enseignants, ouais. Ouais. Pour moi, c'est un Non. trio gagnant en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper des enfants, des parents et des enseignants. Donc, bon, on va parler du coup du troisième paramètre et tu me diras si on y a eu pensé ou pas. Non, mais en effet, il y a le professionnel. Les professionnels, donc, je parle professionnel de la petite enfance et professionnel de l'éducation. Donc, il y a ces deux types de métiers. Donc, les professionnels de la petite enfance, donc, on parle pas des enseignants. Là, donc, c'est ceux à qui on a parlé en premier. Donc, déjà, lorsque j'ai été confronté, donc, à ce besoin de garde d'enfants, parce que je travaillais à l'époque, donc, j'ai cherché, donc, comme beaucoup, une solution de garde. Donc c'était le jeu. Moi, ce que je voulais, c'était une assistante maternelle. Et en effet, très vite, en les rencontrant, en discutant avec elles, j'en avais rencontré plusieurs. Bah, ce qu'elle me proposait, enfin, ce sur quoi elle me rassurait, c'est que mon enfant allait bien dormir, qu'il allait bien manger et qu'il sera en sécurité. Donc, et je peux pas leur en vouloir parce que les formations qu'elles ont suivies, Ah oui. donc, on les a sensibilisés sur ça. Souvent, c'est des CAP petite enfance, c'est l'hygiène et la sécurité, clairement. Donc, donc c'est pour ça que aujourd'hui, nous, on fait du Montessori à domicile, mais on va avoir le premier frein qu'on pouvait imaginer avoir, c'est de trouver des professionnels qui maîtrisent l'éducation Montessori, qui sont prêts à aller au domicile. C'est clair. Donc, en général, c'est le professionnel de la petite enfance. Donc au départ, on a démarré avec des éducateurs Montessori qui sont diplômés ou certifiés, donc qui ont accepté de tester ce concept. Et ensuite, donc des éducateurs, bon, il y en a de plus en plus en France, mais on a un nombre très limité, ça se compte à peine à quelques centaines. Ouais. Donc le défi, c'était de former donc Mm. ces professionnels-là de la petite enfance. Donc on va avoir vraiment des profils nounous profil nounou qu'on va former vraiment pour être éducateur ou des éducateurs jeunes enfants à qui on va rajouter la casquette Montessori en plus. Et enfin, le second niveau dont tu parlais, les enseignants. Et donc là aussi, on est dans une dynamique depuis quelques années et c'est très positif. On a beaucoup d'enseignants qui se forment à titre personnel. Super. Et ça, on le constate hein, lorsque au festival, genre, on en rencontre pas mal. Oui. Et ils font cet effort parce que c'est des passionnés, ce format titre personnel. Et ensuite, il y a une autre partie, donc il y a une autre partie je dirais, de la population des enseignants vers qui il faut aller pour pouvoir diffuser ce message. La première étape, c'est de les convaincre. Mm. Une fois qu'ils sont convaincus, ça va très vite au niveau de la formation. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a, donc, dans Domisori, aujourd'hui, on a ces services de garde d'enfants et de soutien scolaire, mais on a un autre service qui est un service de formation, parce on a également monté notre propre organisme de formation, au travers duquel on va faire l'accompagnement à la parentalité, former les parents, mais former aussi les professionnels, que ce soit de la petite enfance ou d'enseignement. Ok. Donc, en effet, Ouais. c'est le dernier paramètre dont il fallait tenir compte dans l'équation. Et en réalité, c'est le plus important. C'est Bah oui. vraiment le plus important parce que l'enfant, c'est facile de travailler avec lui, mais le tout, c'est de pouvoir lui proposer un environnement dont les humains qui vont l'accompagner, qui puissent justement lui permettre de se développer pleinement. Bah oui. Puis si on Ouais, prend l'école, quoi, les gamins, ils y sont quoi, 7-8 heures par jour? c'est ça. Et ouais, donc ils sont plus longtemps à l'école qu'avec leurs parents. Donc, Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais.
D'accord. Et donc, comment tu as réussi, parce que c'est quand même un truc de dingue, je trouve, qu'en 2 ans, de passer à 100 salariés, quoi. Comment j'ai réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, même Qu'est-ce qui... moi, je sais même pas. Ouais, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que tu dis que t'as pas de commerciaux, que tu communiques pas forcément, je sais pas. Ouais, Je sais pas, il y a un actionnaire qui est arrivé qui t'a dit, écoute, je vais te filer un coup de main ou qu'est-ce qui s'est non, passé? pas du tout. Non, non, on n'a pas eu donc on n'a pas eu d'investisseurs sur Domissouri. Ça s'est vraiment fait en propre. Aujourd'hui, parmi les équipes que j'ai rencontrées, vraiment ce qui a fait ce qui a tout fait, ce qui nous a permis d'obtenir ce résultat, c'est grâce vraiment aux personnes qui ont rejoint le projet, qui sont des passionnés, qui eux-mêmes ont fait le boulot sur le terrain, qui ont rencontré des parents à qui ils devaient juste présenter, je dirais, voilà, leur passion et qui ont développé. Et chacun, en fait, a développé à son niveau, donc dans son quartier, dans sa commune, dans son département. Donc, il y a en effet, parmi ces personnes-là, donc on avait des passionnés qui avaient déjà une activité en lien avec l'éducation. Donc, ça pouvait être des éducateurs, des enseignants, des formateurs, des psychothérapeutes qui avaient un réseau de parents et ce qui nous a permis vraiment d'aller très vite sans avoir recours à des commerciaux. Et ouais, bah ouais, c'est le principe du réseautage, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça s'est vraiment fait naturellement. Je veux dire, c'est que là, pour le coup, c'était pas une stratégie de développement au départ qui avait été structurée, organisée. C'est que ça s'est fait vraiment naturellement au travers du bouche à oreille du réseau. Ouais. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est de suivre ce que j'appelle moi le flow, tu vois. Quand tu suis le flow, ben forcément les choses se mettent en place, hein. Exact. Je fais juste une parenthèse parce que je vois que vous écrivez plein de messages, les amis, c'est génial. Merci beaucoup. Mais j'ai pas le temps de lire tout ce que vous écrivez et donc du coup, je pense qu'on prendra le temps après avec Mohamed, peut-être demain ou dans la semaine, de répondre à toutes vos questions parce qu'apparemment, Mohamed, il y a plein de questions pour toi là, hein, qui Ah ouais. fusent. Ouais. Donc, je t'enverrai les liens demain et tu pourras répondre à tout le monde, quoi. D'accord, ok, bon, très bien. C'est vrai que je viens juste de regarder, j'ai pas du tout jeté un coup d'œil là sur les commentaires depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il y en a énormément, donc je Ça a prendrai l'air le temps de. d'intéresser, ouais. Et donc, bah, j'ai vu passer justement, est-ce qu'il y a une validation de diplôme? Une validation de diplôme. Ouais. Donc aujourd'hui, en effet, pour travailler dans ce secteur, il faut avoir une expérience à minima. Donc et pareil, tout dépend de la tranche d'âge. Là, je parle de la réglementation française. Donc je dirais le strict minimum. Donc en effet, pour les enfants de moins de 3 ans, il doit y avoir à minima une certification. Au-delà, en fait, il n'y a pas d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas d'exigence de diplôme. Ok. Donc, on est dans la garde d'enfants. En fait, on peut confier son enfant à un babysitter qui a plus de 16 ans, si on suit la réglementation. Donc, ensuite, chez domicile, oui. Donc, on a mis un niveau d'exigence qui est plus élevé. Donc, déjà, première exigence, avant le diplôme, c'est vraiment la passion. Ouais. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment le premier critère. On a une équipe de recrutement aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche en premier lieu. On peut recruter une personne qui n'a pas de diplôme, mais par contre, on va la former, on va faire en sorte qu'elle soit certifiée, donc afin qu'elle puisse accompagner vraiment les enfants et les parents de la meilleure des manières. Ok. Mm. Et le profil des parents, tu disais, donc c'est essentiellement la classe pop hein, populaire que tu vises. C'est Euh, ça. Est-ce que c'est des parents qui sont ouverts d'esprit ou pas forcément? Euh, non, généralement, ils sont ouverts. On n'a Ouais. pas de. Aujourd'hui, bon, on est encore au début, hein, tu as compris, hein, ça fait que 2 ans, donc on n'a pas fait de grands efforts de communication pour aller, je dirais, chercher les parents qui ne savent même pas que Montessori existe donc c'est pour ça aujourd'hui ceux qui viennent à nous, donc qui représentent des centaines de familles, donc souvent c'est des parents qui se sont posés des questions, qui savent ce que c'est que Montessori, qui auraient bien aimé mettre leurs enfants dans une école Montessori, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc, qui ont essayé de mettre en place des choses à la maison aussi, ça arrive. Euh, donc, on a ce premier public. Ensuite, on a aussi un public euh, qui sait que ça existe, mais a considéré que c'était inaccessible pour eux. Ah, bah oui. Ça arrive souvent. C'est des parents, ah oui, mais on pourrait proposer ça pour nos enfants? Mais bien sûr. Et là, on explique. Et pour eux, il y avait vraiment un écart entre école Montessori, donc qui est inaccessible, c'est une certaine partie de la population. On sait que ça existe, mais on n'y aura jamais accès.
comme si, voilà, comme la classe populaire qui sait que les Ferrari existent, mais n'y auront pas accès. Ouais. Et pour autant, je ne me mets pas du tout au même niveau que la Ferrari. On n'est pas dans le luxe ni le prestige, on est là dans l'éducation populaire. Mais ce que je veux dire, c'est le même rapport souvent qui existe par rapport aux écoles Montessori, malheureusement. Bah oui, c'est l'étiquette qu'il y a sur Montessori, hein, c'est sûr. Hein. Ça, ça. Comme on le disait avant, une majorité des écoles alternatives, parce que c'est pas toutes, bah, restent Hum, trop chères pour beaucoup d'entre nous. Et donc, du coup, dans l'inconscient collectif, ça rentre parce que le mot à la mode ces dernières années, quand on parle d'école alternative, c'est Montessori. C'est Donc, ça. l'association entre Montessori et les écoles qui coûtent cher, elle est vite faite, hein, donc, C'est forcément. ça. Ouais. Mais toutefois, justement, par rapport à ces écoles, donc les tarifs qu'elles appliquent, hein, elles le font. Leur objectif, souvent, quelqu'un qui ouvre une école Montessori, parce que je suis passé par là, parce que en fait, quand j'ai découvert Montessori, j'ai envie d'ouvrir une école Montessori. En fait, c'est le réflexe naturel. Mais très vite, bon, à cause de ces contraintes financières, je suis pas allé. Mais je connais les contraintes d'un directeur d'école Ouais. Montessori. Il n'a pas le choix, en fait. Ah non. Ils n'ont aucune subvention. Donc, pour pouvoir payer le local, les éducateurs et le matériel, ils appliquent en réalité le tarif minimum qui leur permet d'être à l'équilibre. Et souvent, c'est un tarif élevé. Mais attention, moi j'y ai réfléchi, parce que tu sais, j'ai envie de créer une école. Et de dire qu'ils n'ont pas de choix, c'est faux en fait. Il y a des choix. Et moi, j'ai des propositions. Tu vois, en fait, pour moi, une école, c'est comme une entreprise. C'est le Ouais, même principe qu'une entreprise. Et donc, du coup, il faut réfléchir en tant que chef d'entreprise. Comment tu fais pour faire rentrer de l'argent dans ton école, mis à part les parents qui payent? Bah, tu peux hmm, très bien essayer de te débrouiller pour avoir un centre de formation pour les parents, tu c'est vois, qui ça. serait par les formations financées en fait en réalité par l'État. Un centre de formation pour les enseignants, pour leur apprendre un peu bah, tout ce qui existe, tu vois, autour de l'éducation nationale. Et C'est pourquoi pas ça. un centre de développement personnel, tu vois, on pourrait les accompagner aussi dans leur propre développement personnel. Ça, c'est Ouais, faisable, hein. clairement. Et ça Non, fait mais clairement. ça permettrait de baisser les coûts pour les parents, hein. C'est ça, parce que je dirais un directeur d'école réfléchit école, mais il ne pense pas à ces solutions qu'il pourrait mettre autour pour justement favoriser l'écosystème et surtout les solutions, solutions de financement. Et C'est ça. d'ailleurs, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Comme je te disais, mon premier réflexe, c'était école Montessori. Donc d'ailleurs, j'avais la possibilité d'avoir un local à Clamart dans le 92. Et voilà, pour ces contraintes-là, contraintes financières, je me suis dit non, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai réfléchi. Il faut proposer une autre solution. Donc le domicile, ça m'a attiré. Mais en plus, trouver un moyen de donner un moyen de financement aux parents. Vraiment sans alourdir le budget. Donc en effet, ce que tu proposes, c'est excellent. Donc autour de l'école, il doit y avoir tout un écosystème qui permet le modèle économique doit être beaucoup plus large que celui de l'école seule. Exactement. Et c'est juste trois idées, hein. Si Ouais, tu commences à cogiter, en fait, tu vois que tu peux faire plein de choses. Et le terme écosystème dont tu parles, il est juste. Pour moi, mais, l'école, ça doit être tu vois, un écosystème déjà à part entière. Et donc, l'idée, c'est de faire travailler aussi toutes les personnes qui sont tout autour. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, vraiment. Et c'est ce qui manque peut-être, c'est un peu ça, mais je pense qu'on y arrivera dans les prochaines années, parce qu'il y a déjà des écoles qui existent dans ce sens-là. Nous-mêmes, on est porteurs de cette idée. Moi, j'en parle très souvent, donc je sème des graines à chaque fois quand je parle de ça. Et donc, ça va peut-être donner ce soir envie à des gens qui ont envie de créer une école en disant: ah oui, c'est vrai, ça, c'est une bonne idée, tiens, je vais réfléchir. Donc, on va y arriver. clairement, clairement. Ouais. Et pour revenir du coup à Domisori, alors je comprends le nom, hein, Domisori, du coup, un domicile Montessori. Montessori, c'est ça. T'as Non, choisi, non, non, simple. t'as choisi Montessori, mais tu aurais pu choisir Steiner, Freinet, Reggio, le C'est courant clair. Sommery, tu aurais pu en choisir plein. Pourquoi spécifiquement Montessori? Donc, parce que c'est celle que j'ai découvert en premier, tout simplement. Et en effet, je me suis beaucoup retrouvé. Pourquoi le Montessori? Bon, il va y avoir plusieurs raisons. Bon, déjà, le parcours de Maria Montessori m'a énormément inspiré. Donc, je trouvais, contrairement aux autres pédagogies, aux autres pédagogues, on va parler de la personne, parce que souvent on associe Montessori à du matériel ou à une méthode, et ça me met mal à l'aise aussi, hein. Ok. Donc, son parcours m'a inspiré. Son parcours, donc elle a démontré tout au long de sa vie que ses travaux s'appliquaient. Enfin, elle a démontré les résultats donc qui étaient très positifs, peu importe l'enfant, peu importe son origine culturelle, peu importe sa situation. Elle a commencé en Italie, elle a fini aux Pays-Bas, elle est passée par les États-Unis, elle a vécu en Inde également. Donc ça, c'était quelque chose d'important également, je dirais
ce côté multiculturel, pardon, et qui s'applique sur n'importe qui. Et ensuite, vraiment, c'est son parcours qui m'a inspiré. Et quand je dis son parcours, c'est aussi quelqu'un qui a fait une réorientation, qui s'est posé des questions étant toute jeune. Elle s'est battue pour obtenir quelque chose qu'elle voulait le plus au monde, c'est-à-dire être médecin, tout d'abord. Donc, elle a été la première femme médecin diplômée en Italie. Donc, faut imaginer le contexte. Il y a plus de 100 ans, dans une fac où il n'y a que des hommes. Donc, et dès le départ, dès le début de sa carrière, elle s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, elle a pris en charge les enfants. Et là, petit à petit, vraiment, elle a quitté le milieu médical pour se consacrer à temps plein à l'éducation. Donc, pourquoi Montessori? Parce que c'était vraiment, son histoire était pour le coup très inspirante. Je connais pas nécessairement, j'ai lu sur les autres méthodes, je connais pas nécessairement, je dirais, les histoires de tous les pédagogues. J'imagine qu'elles sont tout aussi inspirantes. Mais pour moi, c'était important vraiment de véhiculer son histoire également au travers du message. Oui, puis elle s'adressait à des classes populaires en plus. Exactement. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, les premiers enfants qu'elle a accompagnés, c'est des enfants qui étaient internés dans un asile psychiatrique. Donc, des enfants qui ont des troubles du comportement. Donc, sachant que on parle de ça il y a plus de 100 ans. Donc, déjà aujourd'hui, on imagine l'hôpital psychiatrique comme un lieu assez violent dans lequel on n'a pas envie d'être. Donc, il y a plus de 100 ans, pour éduquer quelqu'un qui était en asile psychiatrique, c'était souvent de la violence. Donc, c'est cela qu'elle a accompagné. Elle a eu de l'espoir en elle, en se disant, faut pas condamner ses enfants. Elle a changé sa posture. Elle a adopté tout simplement une posture humaine, une posture humaniste avec ses enfants. Elle leur a fait confiance et elle a obtenu du résultat. Et là, vraiment, c'est cette humanité, là, pour le coup. Et l'éducation, pour moi, c'est ça. Ouais. C'est cette humanité, en fait, que j'ai envie de faire vivre au travers de Montessori. Et en effet, tu disais qu'elle s'est adressée à une classe populaire lorsqu'elle a quitté l'hôpital psychiatrique. Donc, elle a fondé son lieu qui s'appelle la Maison des Enfants, dans lequel elle a accueilli donc des enfants qui vivaient dans la rue. Donc, c'est-à-dire qui appartiennent à des familles très défavorisées, qui vivent dans des bidonvilles à l'époque et qui n'avaient pas accès à l'école. Elle a recueilli des enfants qui étaient orphelins, abandonnés à la naissance, dans un contexte où les enfants conçus hors mariage étaient abandonnés devant l'église. Donc, et en effet, donc là, sa cible, c'était les enfants qui n'avaient rien. Et elle a démontré en quelques années, donc en se donnant le défi, parce que c'était aussi une challengeuse, en se donnant le défi de leur faire passer le concours de l'éducation nationale italien à l'époque, où elle a fait passer un concours public équivalent de passage de CM2 à 6e, si on devait le comparer, primaire au collège. Et ils ont eu de très bons résultats, ces enfants, qui étaient qui étaient condamnés, je dirais, par la société, parce que nés dans des milieux très pauvres ou abandonnés à la naissance. Et je trouve que son message, en effet, il porte énormément d'espoir. Et c'était important de le remettre au goût du jour aujourd'hui et de rappeler qui c'était. C'est vrai, c'est chouette. Franchement, c'est une très belle démarche. Je trouve que la démarche intellectuelle que tu as eue de réflexion, tout ce que tu as mis en place, les formations que tu t'es faites d'abord pour toi, enfin, toute la démarche que tu as faite jusqu'à présent pour créer Domisori et ce que tu nous dis là, je trouve que pour moi, tu incarnes une belle âme, Mohamed. Donc, Merci, ça me touche vraiment. c'est chouette d'entendre ça. Et c'est bien aussi de rappeler le parcours je trouve, de Maria Montessori, parce qu'on a tendance à oublier que des personnes comme ça ont ouvert des portes juste gigantesques et que ça fait déjà plus d'un siècle. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'on a tendance à l'oublier, quoi, parce que maintenant Montessori c'est devenu un nom. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas l'histoire en fait de Maria Montessori comme tu viens de nous la raconter, tu vois. C'est juste un nom, quoi. Et quand je parle comme ça, je pense aussi à des gens comme Pierre Rabhi, tu vois, ces gens, en fait, qui ont ouvert des voies juste gigantesques pour semer des prises de conscience. Et c'est bien de rappeler ça parce que je trouve que tout va trop vite, tu vois, tout va trop vite et donc on a tendance à oublier tout ce qu'ils ont fait en amont, quoi. Donc, merci pour ce petit résumé de Maria Montessori. On voit en tout cas que, j'allais dire que tu es passionné, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est un sujet qui tient à cœur. Aujourd'hui, je dirais ce sujet, il me tient à cœur, mais en fait, ce sujet, c'est moi. Je veux dire, quand je dis c'est moi aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je porte, c'est mon moteur au quotidien. Et donc, j'ai rien d'autre à côté, en fait. Quand je dis j'ai rien d'autre, c'est vraiment
tout mon temps, c'est ce qui m'anime. Quand je dis ce sujet, je parle pas que de Domisori, mais vraiment ce que je fais avec Domisori, mais aussi en dehors de Domisori, dans ma vie personnelle, etc. Pour moi, c'est fondamental et en effet, on a juste été inspiré par des personnes comme Maria Montessori. Tu cites également Pierre Rabhi, des contemporains, il y en a énormément Ouais. et c'est important de le souligner. Ouais. Alors, c'est quoi les projets là dans le futur? Les projets dans le futur. Ouais. Il y a tellement d'idées. C'est pour ça, il y a les idées et les projets donc pour lesquels on se dit on va se donner les moyens de les réaliser. Bon, déjà pour revenir sur Domisori, notre objectif aujourd'hui, on est implanté sur 3 régions, donc tous les départements de la région parisienne, tous les départements de la région lyonnaise, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'île de la Réunion. Donc Ah oui. ce que j'ai fait pour me faciliter les choses, hein, lorsque j'ai quitté mon emploi, je me suis dit quitte à ne plus avoir d'attache liée à une profession, donc autant changer de département. Et j'ai choisi l'île de la Réunion, tu vois, pour quitter la région parisienne. Une bonne idée. Et le premier défi sur les prochaines années, c'est déjà d'implanter cette solution sur l'ensemble des régions. Aujourd'hui, on s'est donné un objectif sur 3 ans pour être présent sur toutes les régions de France. Donc, C'est y compris c'est réalisable? aujourd'hui, en 2 ans, donc on a fait une vingtaine de départements. Donc, avec très peu de moyens, une année 2020 Ouais. dans laquelle on a un peu ralenti, hein. Mais je pense avec tous les parents qui se posent des questions et qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui aiment leurs enfants vraiment et qui recherchent des solutions, je pense que c'est réalisable, Bah là, je clairement. pense qu'en ce moment, c'est la bonne période, hein. C'est ça, exactement. Et je t'avoue qu'on a eu un petit coup de boost aussi après le premier confinement, où là, parce que souvent, bon, les parents, donc il y a l'école, il y a le temps extrascolaire, mais bon, des activités, on récupère l'enfant le soir, on le couche, le week-end et les vacances. Et en général, le week-end et les vacances, on essaie de passer du bon temps. Mais là, les parents qui se sont retrouvés plus de 2 mois avec leurs enfants H24, Mhm. en fait, ils ont cherché des solutions. On a eu beaucoup de sollicitations pendant cette période. Et en effet, cette période 2020, je pense qu'elle a eu au moins le mérite vraiment de sensibiliser énormément de parents sur l'importance d'avoir un environnement à la maison qui permette à l'enfant de s'épanouir, mais aussi aux parents, parce que ça concerne les deux. Mais c'est ça. J'allais dire même dans leur rôle de parent, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça, exactement. Donc, objectif, tu te déploies d'ici 3 ans un peu partout en France. C'est ça. Et je t'avoue, là, c'est quelque chose que j'ai en tête. Donc, ce qui m'intéresse, donc, c'est de poursuivre, je dirais, le travail de Maria Montessori avec des maisons des enfants, donc des lieux de vie. Oh, trop bien. J'utilise pas ce terme école, mais il y aura nécessairement donc une fonction école dans ces lieux de vie. Mais du coup, je pense que tu dois me comprendre complètement là avec ton projet dont tu parles. Mais en effet, c'est quelque chose que je porte. Donc, que ce soit pour la France, donc quelque chose vraiment à mettre en œuvre en France. Et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à ce type de solution. Mais aussi, donc l'idée, donc grâce à des projets comme Domisori qui marchent bien, c'est de pouvoir également contribuer à améliorer l'éducation dans des pays où il y a très peu de moyens. Et là, pour le coup, le continent africain m'attire énormément. Ok. Donc, et pouvoir et développer des solutions éducatives justement pour accompagner les enfants et les parents, y compris là-bas. Tu m'étonnes. Moi, je vais souvent au Maroc Ouais, pour le film. Tu es marocain ouais, d'origine, ouais. d'origine? Je vais Ouais. souvent au Maroc, enfin souvent, ouais, quand même, si, enfin souvent. Je suis allé 3, 4 fois. D'ailleurs, je sais que j'ai vu passer le nom de Céline Roussel. En fait, Céline Roussel, c'est la femme qui organise mes tournées à chaque fois quand je pars au Maroc. Euh, D'accord. et, euh, et alors, je te rejoins à 100%. Je trouve que déjà en France, il y a de quoi faire, mais j'ai le Hmm. sentiment qu'au Maroc, il y a 100 fois plus de choses à faire. Clairement, clairement. Non, le potentiel, il est énorme. Donc, en effet, donc, un point en commun que j'ai avec toi, c'est le voyage. J'aime beaucoup voyager. Et quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises. Donc, bon, on va rester sur le Maroc. En effet, avec ma fille, bon, la première fois que je l'ai fait, elle avait 3 ans. On l'a fait lorsqu'elle avait 3 ans et 4 ans. On est allé en immersion vraiment dans les populations qui sont reculées, donc dans les montagnes de l'Atlas, où il n'y Ah, a on pas l'a fait. d'école, il n'y a rien. Ouais. On a été vraiment en immersion avec eux, donc dans le cadre de projets humanitaires. Déjà, ce que j'ai vu, c'est la capacité que les enfants ont à s'aimer, alors qu'ils ne parlent. Là, je parle de la relation qui a eu entre ma fille
donc qui était francophone, et ces enfants-là, donc à s'aimer, à être épanoui, à être heureux. Franchement, voilà, c'est magnifique de voir ce bonheur et cet amour dans des populations où ils n'ont rien, C'est clair. où il fait froid, où il peut neiger dans la classe, où ils sont en claquettes. Mm. Tu comprends? Mais et là, pour le coup, ouais, clairement, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, et c'est une vraie nécessité. Ah ouais, je te confirme, moi aussi, hein, on a été avec Céline justement dans le Atlas marocain, on a été dans un village d'ailleurs, là j'ai pas le nom en tête, mais si ça t'intéresse, je pourrais te le donner, parce que le Ouais, mec, il est super inspirant, il, d'accord. c'est vraiment un tout petit village, il a réussi à ramener l'eau, l'électricité, à faire tout un projet en développement durable avec de la permaculture sur place, à rendre son village autonome, et il s'est débrouillé tout seul. C'est Ouais, ouais, c'est juste énorme. Et donc, je sais que là, maintenant, il a un message. Donc, il va de village en village pour expliquer en fait ce qu'il a fait. Parce qu'il dit mm, que si lui, il l'a fait, bah, a priori, tout le monde peut le faire, quoi, pour c'est essayer ça. d'inspirer les autres. Et ouais, je trouve que ça remet les choses en place, tu vois, quelque part. Ça remet un peu les choses dans leur contexte quand tu vas dans des lieux comme ça, un peu bah, éloignés, on va dire, de ta condition normale, tu vois, nous en Europe. C'est Ça peut ça. être en Afrique, mais ça peut être dans plein d'autres pays, hein. Et c'est Bien pour ça que sûr. j'aime bien voyager. C'est que ça te ramène un peu, pas les pieds sur terre, mais je sais pas, je trouve que ça te ramène à une forme de réalité. Et c'est important de le vivre, en fait, tu vois, d'être sur place. Mm. Du coup, bah, ça te donne envie, comme toi, tu as envie de le faire, bah, à ton niveau, de faire quelque chose, quoi. Clairement. Ouais, Ouais. clairement. C'est vrai que là, ensuite, le Maroc, mais ensuite, je dirais, et le Maroc, et encore quand on y va, on se rend compte par rapport à d'autres pays qu'ils sont privilégiés. Bah oui. Donc, un autre pays qui est pas très loin de la Réunion, où j'ai passé du temps aussi, c'est Madagascar. Ah, Et, bah ouais. et, et, il y a toujours ce point en commun, et ça, c'est magnifique, vraiment, c'est un vrai moteur qui m'anime, c'est les enfants qui sont heureux tout le temps dans ces pays, qui courent, qui s'amusent, c'est vraiment magnifique à voir. Et par contre, on se rend compte que il y a du coup, ces enfants heureux, il y a vraiment un potentiel énorme, et là, on pourrait vraiment y contribuer pour vraiment avoir un impact positif dans ces pays. Souvent, on pense, et c'est vrai que c'est nécessaire vraiment, je dirais, de leur livrer des produits de première nécessité. Donc, on va leur envoyer de la nourriture, de l'argent et c'est vrai qu'ils en ont besoin. Mais là, pour le coup, miser sur l'éducation dans ces pays, là, c'est vraiment une solution sur le long terme. Très clairement. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, ouais, sur les prochaines années, et pouvoir y consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Ok. N'hésite pas à me solliciter, hein. Bah, avec grand plaisir. Ouais, si Voilà. je peux être utile d'une quelconque manière, n'hésite pas. Moi, je suis à chaque fois ébahi en fait de l'accueil quand je vais au Maroc par rapport au film L'école de la vie, une génération pour tout changer. C'est assez impressionnant et c'est comme ça que j'ai mesuré au fur et à mesure des fois que j'allais au Maroc que Mm, le sujet éducatif, il était crucial en fait là-bas, quoi. Mais comme dans plein d'autres pays, hein, tu me diras, hein. Mais là, clairement. comme j'y suis allé très souvent, j'ai vraiment pu le mesurer et il y a, ouais, une fois de plus, il y a vraiment de quoi faire. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si on peut faire des choses ensemble, surtout n'hésite pas. Clairement. Ouais, Avec grand plaisir. Ouais. ça marche. Je vois que ça passe vite. On est bientôt à 1 heure et généralement, je fais un format d'1 heure, tu vois, pour pas que ça dure trop longtemps. Ouais. Euh, Comment on peut te contacter, Mohamed, pour les gens? Parce que là, ça n'arrête pas, hein. Depuis le début qu'on discute, le chat, les gens n'arrêtent pas de laisser des commentaires. Tu es une D'accord. star ce soir, apparemment, Mohamed. Donc, comment on fait pour te contacter? Bon, bah déjà, en effet, je vois beaucoup de commentaires, et vraiment merci à tout le monde pour ces messages positifs. Et donc pour me contacter, pour nous contacter, donc ce que je pourrais faire, c'est peut-être laisser mon adresse email, donc dans les commentaires. Sinon, de manière générale, pour contacter l'équipe, et comme je disais, au sein de l'équipe, il n'y a que des personnes passionnées comme moi, et qui tiennent et qui sont toutes voilà, qui sont très inspirantes pour moi aussi. Donc ça sera via domisouris.fr. Donc sur domisouris.fr, on va trouver tous les numéros de téléphone en fonction de la région de laquelle on appelle, la région parisienne, comme je disais, donc ou la région lyonnaise ou l'île de la Réunion. Donc, il y a à chaque fois un numéro de téléphone et une équipe différente. Donc, pour ceux qui sont en dehors de ces des régions, donc ils peuvent contacter l'équipe parisienne, où on a justement, je dirais, l'équipe qui gère également l'activité au niveau national. Donc, on pourra toujours répondre et échanger, se prendre des temps d'échange s'il faut. Je vois des messages des personnes qui sont dans d'autres régions, on n'est pas implanté, qui se proposent justement de Ouais, contribuer au développement de Domisouris. Ça sera avec grand plaisir. c'est cool. Et donc, pour échanger, de se rencontrer. Et en effet, je vais partager mon adresse email donc en commentaire pour que je puisse échanger avec un maximum de personnes, j'espère. Attends, je vais la mettre maintenant. Vas-y, c'est quoi ton adresse? Donc, ça sera Mohamed,
Mohamed. Point Oui. Elmazouji, ELMAZZOUJI, @domisori.fr. Il y a 2 S à Domisori. Hein. C'est ça. Domisori.fr. Clac. C'est ça. C'est exactement ça. Parfait. Top. Mais écoute, merci beaucoup, hein, Mohamed. Nous, on reste en contact. D'accord, avec grand plaisir. Ouais. Je vais te souhaiter une bonne nuit parce que je crois qu'il doit être 1h du mat, non, à l'île de la Réunion. En tout cas, merci à toi pour vraiment pour tout ce que tu fais, parce que tu es aussi t'es une belle personne et inspirant, et c'est important, et c'est des choses c'est nécessaire qu'on voit ces projets pour nous motiver. Et je pense que si j'avais pas rencontré des personnes comme toi, j'aurais pas eu le courage de me lancer de manière aussi impliquée, et ça, c'est important. Wow. Donc, on n'a aucun mérite seul. Et vraiment, merci pour ce que tu fais, et vraiment avec grand plaisir pour rester en contact et de parler de plein de projets positifs. Yes. Ouais. Yes, avec grand plaisir. Et sachez, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, qu'on est des centaines de milliers comme ça à travers le monde à être, je sais pas, dans l'action, à essayer chacun à notre niveau avec notre énergie de passer à l'action pour essayer d'insuffler quelque chose de positif sur notre planète. On est vraiment, vraiment beaucoup, et moi je rencontre quasiment tous les jours en fait dans mes activités. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que le mainstream ne parle pas de tout ça, il parle juste de tout ce qui est très négatif et très anxiogène, mais surtout pas en fait de toutes ces initiatives positives qui existent, dont tu fais partie. Et vraiment, on est des centaines de milliers partout dans le monde, donc haut les cœurs, hein, les amis. Bon, je te souhaite une bonne nuit et je te dis à très vite. Ben merci, belle soirée, bonne nuit à toi aussi, et merci à tout le monde d'avoir été présent. Allez. Ciao. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Mohamed. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà encore une initiative passionnante. Hein. J'imagine que vous partagez mon point de vue. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le Festival pour l'école de la vie, avec le Congrès Innovation en éducation. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre une lumière en fait sur l'existant. Et là, c'est une toute petite partie, hein, ce que vous voyez quand je fais des lives comme ça. Sachez qu'au Festival pour l'école de la vie, c'est encore une toute petite partie pour moi. Il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a des animations, des ateliers, des débats. Mais c'est vraiment une petite lumière sur l'existant, et je parle que en France, parce que si on l'élargit au monde entier, sachez qu'il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de personnes qui ont créé des choses magnifiques à l'image de Mohamed. Et donc, voilà, j'espère que ça va vous donner envie de développer un peu plus votre curiosité, si vous n'aviez pas une curiosité abusive, et d'aller chercher un peu comme ça sur le web d'autres solutions, parce que mine de rien, Internet, ça peut être aussi un bon outil pour aller chercher d'autres solutions. Et puis, vous verrez, au mois de janvier, je vous indiquerai un peu cette nouveauté dont j'ai hâte d'en vous parler, mais qui va vraiment dans ce sens où notre idée, ça va être justement de vous apporter de l'information que vous n'avez pas forcément, et d'une autre manière. Donc, je vais vous laisser, comme d'habitude, avec L'école de la vie, une génération pour tout changer. C'est donc la bande-annonce du film L'école de la vie. Un grand merci pour tous vos messages. Comme je le disais tout à l'heure, je pense demain ou dans la semaine, je vais envoyer tous les liens à Mohamed, parce que là, on est diffusé sur 8 canaux différents pour qu'il puisse vous répondre, parce que vous nous avez posé plein de questions ce soir, donc c'est chouette. Et donc voilà, donc passez une belle soirée. Ah oui, très bonne nouvelle, je suis très content de ça. Demain, je reçois Catherine Guéguin, et c'est un vrai plaisir. Catherine, je l'ai invitée au 3e Congrès Innovation en Éducation, et je suis très content de l'interviewer demain. Donc demain soir, ça sera de 19h à 20h, toujours sur la chaîne YouTube Néo Bien-être, sur la page Facebook du Festival pour l'école de la vie. Et donc j'imagine que ça va être encore passionnant. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Bye bye. Trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert ?
Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Parce que parent, ça s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation à la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.